Est-ce que ce ne serait pas la fin du télétravail? Est-ce la fin du télétravail? La baisse du télétravail, déjà une réalité en 2025. Les signaux se multiplient aux États-Unis, en France, un peu partout, qui vont dans le sens d'une remise en cause du télétravail. 5 ans après l'épidémie de Covid et les confinements. L'heure est-elle au grand retour au bureau? En moyenne, les salariés français sont passés de 3 jours par semaine à domicile en 2021 à 2 désormais. L'annonce était tombée pendant l'été 2023, quand Zoom, l'entreprise américaine phare des solutions de visioconférence, avait pris la décision de faire revenir ses salariés sur site. Tout le monde s'était spontanément demandé si ça n'était pas un peu comme si Apple se mettait à imposer à ses équipes d'utiliser Windows. En réalité, bien sûr que non, puisqu'il s'agissait plutôt d'une réorganisation interne du travail hybride entre présentiel et distanciel. Depuis, les décisions de ce type se sont multipliées, en particulier chez les acteurs de la tech et les géants de la Silicon Valley, faisant s'interroger ces derniers mois un certain nombre de médias sur une éventuelle fin du télétravail. Mais là aussi, la dynamique à l'œuvre est en fait nettement plus complexe. Alors, où en est-il aujourd'hui le télétravail ? Comment le vivent les salariés concernés ? Pourquoi certaines entreprises modifient-elles leur organisation ? Et que nous dit tout ceci sur le rapport au travail en lui-même ? Bienvenue. Perspective, le podcast de l'UJIC-CGT, Clément Olivier. Autour de ce plateau, 3 membres de l'Observatoire du télétravail, lancé fin 2022 par l'UJIC-CGT. Bonjour Louis Herbe. Bonjour. Statisticien de métier, vous êtes doctorant en économie et c'est vous qui le présidez, cet Observatoire du télétravail. À côté de vous, Caroline Diard, bonjour. Bonjour. Docteur en sciences de gestion, vous êtes professeur associé à TBS Éducation, qui est une école de commerce à Toulouse. Et Emmanuel Lavignac, bonjour. Bonjour. Secrétaire national de l'UJIC-CGT et notamment copilote de son collectif télétravail et numérique. Merci à vous 3 de venir nous parler du travail que vous faites au sein de cet observatoire. Entrons, si vous le voulez bien, dans notre sujet par l'actualité qui est assez foisonnante. Emmanuel Lavignac, en octobre par exemple, les salariés de Ubisoft ont fait grève historique chez ce poids lourd français de l'industrie du jeu vidéo. Et si les revendications étaient multiples, le déclencheur, c'était justement la volonté de l'employeur de limiter le télétravail. Oui, contre toute attente, puisque on sait que normalement le télétravail, on a toujours pensé que c'était un outil aux mains des employeurs pour pouvoir individualiser le travail. C'est tout à fait pratique. Vous avez des gens qui travaillent un petit peu loin, ça évite de faire du collectif et d'avoir peut-être un petit peu des tensions. Mais là, curieusement, surtout dans un domaine, le jeu vidéo, où vous aviez déjà des salariés qui étaient en télétravail depuis très longtemps, qui sont des designers, des graphistes, donc assez autonomes. Tout d'un coup, on leur a demandé, non, il faut que vous rentriez sur site. Donc oui, c'était très étonnant. Avec des gens qui étaient en 100% en télétravail et on leur dit le 100% télétravail c'est fini, et ça crée une mobilisation syndicale. Comment vous l'avez vu? Oui, alors effectivement on ne s'attendait pas forcément à une mobilisation d'une telle ampleur dans une entreprise où finalement les revendications syndicales, on va dire que le syndicalisme est très peu développé en réalité, mais là il y avait quand même de la CGT et oui, un sujet comme le télétravail a fini par devenir pour les salariés le considèrent comme un levier d'émancipation, un acquis social. Et quand on a voulu leur enlever, ils se sont dit non, on fait grève. Et c'était assez effectivement surprenant. Ça a commencé en fait en mi-septembre. La direction a envoyé un mail pour dire voilà. L'Humanité, octobre 2024. Tous les salariés du groupe, tous, quel que soit le pays, vont revenir 3 jours en présentiel et on va le forcer, ça sera obligatoire. Et en fait, moi tout de suite, j'ai des collègues qui sont venus me demander quand est-ce qu'on fait grève ? Aujourd'hui, en fait, on a plus de 90% des salariés qui ont recours au télétravail d'une modalité ou d'une autre. Et en fait, ce retour au télétravail, c'est un retour sur une forme d'acquis social. Alors certes, on ne s'est pas battu pour ça, l'épidémie l'a fait pour nous, mais finalement, c'est quand même quelque chose qui profite aux salariés. Caroline Diard, vous avez récemment publié un papier dans la Harvard Business Review où vous développez la notion de contrat psychologique. Est-ce que cette relation tacite entre l'employeur et l'employé, est-ce que c'est ça qui est en cause ici dans cette mobilisation à Ubisoft ? Alors effectivement, il y a probablement un lien avec le contrat psychologique, les attentes et les promesses réciproques. Alors comme l'a dit très justement Emmanuel, le cas d'Ubisoft est un cas qui est vraiment exemplaire dans la mesure où on ne s'y attendait pas. Ça a été une sorte d'onde de choc. C'est un secteur où traditionnellement
les métiers peuvent s'exercer à distance. Donc, c'est un secteur où on a une forme d'acculturation, en fait, au télétravail. Et le télétravail a été perçu comme une forme de rétribution par les salariés. C'est-à-dire un élément des promesses de l'employeur, des contreparties qui sont faites à une contribution des collaborateurs. Et là, il y a une sorte de rupture du contrat psychologique qui probablement est en train de s'opérer chez ces employeurs où on demande d'un seul coup, sans motif apparent en tout cas, de revenir en arrière. Donc la crainte derrière, c'est effectivement qu'il y ait des salariés qui se mobilisent, donc des actions syndicales, des grèves, mais on peut imaginer des scénarios un peu plus noirs pour les employeurs, c'est-à-dire que des salariés qui considèrent que le contrat psychologique a été rompu peuvent quitter l'entreprise, donc démissionner. Ça, c'est un premier point. Et ils peuvent aussi rester dans l'entreprise et avoir une fréquence augmentée des arrêts de travail, ou avoir aussi un comportement au travail d'une toute autre nature, c'est-à-dire éviter d'aller sur des rôles différents, d'éviter de prendre des initiatives, de faire davantage que ce qu'on leur demande et de faire simplement le minimum. Ça, c'est le quiet quitting, comme on dit en bon français, c'est-à-dire une démission silencieuse. Silencieuse. Effectivement, c'est exactement ça. Donc cette rupture du contrat psychologique, elle peut avoir des conséquences et ça peut même aller plus loin en termes d'image de marque de l'employeur et en termes d'attractivité. Donc j'ai absolument pas compris cette annonce qui a été brutale dans un secteur où traditionnellement on a du mal à attirer les meilleurs talents. Alexandre Côte a quitté la capitale cet été pour Angers. 20h de France 2. Cet analyste de données télétravaille 4 jours par semaine pour l'entreprise de jeux vidéo Ubisoft. On a emprunté effectivement un peu plus de 170 000 € sur 25 ans. C'est un gros engagement, c'est un très très gros engagement effectivement. Impensable pour lui de revendre sa maison quelques mois à peine après l'avoir achetée. Pour garder son emploi, il devrait alors faire 6 heures de transport aller-retour, 3 fois par semaine. Ça voudrait dire me lever très tôt et rentrer tard, du coup ne pas voir forcément mon fils et potentiellement même à terme démissionner de l'entreprise, puisque en fait je pense que ça serait intenable d'un point de vue fatigue et même finance. Et justement, Emmanuel Lavignec, par ailleurs, il se trouve que y a des gens qui du coup habitent loin du bureau. C'était une des craintes des syndicats, c'est qu'ils ne puissent plus en fait assurer ce que leur demande leur employeur et que du coup ce soit du licenciement caché en fait. Oui, voilà, parce qu'en fait, il y a une ambiguïté, comme vient de le dire Caroline, cette rupture du contrat psychologique, on va dire. L'employeur, soit il se dit, je prends le risque, et effectivement, il y a peut-être des gens qui vont soit moins travailler, soit démissionner, mais quelque part, on peut se dire, tant mieux. Parce que vous avez certaines entreprises, et notamment Ubisoft était en grande difficulté économique, puisque quelques mois avant, ils avaient entamé une possibilité de licencier les salariés, et que quand vous forcez des gens à revenir, parce qu'ils qui ont déménagé, et de revenir tous les jours, même si ce n'est que 3 jours par semaine au bureau, il y a possiblement la possibilité qu'il démissionne, mais quelquefois ça peut arranger l'employeur puisque ça fait ça évite de faire un vrai PSE. Donc on peut se poser la question sur Ubisoft, mais je voudrais juste finir, c'est que quand même, sans penser de façon retors que Ubisoft a vraiment prévu, il y a quand même là dans cette entreprise un dialogue social vraiment qui est très très faible. Hein. Donc et je pense que ça peut être plutôt, à mon avis, une bourde de l'employeur qui en gros s'est dit ça va passer, j'ai pas chez moi les salariés se sont pas des grands révolutionnaires. Ça s'est bien passé aux États-Unis. On est un peu sur le même type de salariat, c'est-à-dire des gens qui travaillent déjà avec le numérique depuis longtemps. Et je pense qu'ils ont pris le risque. Mais ce qui est intéressant, c'est de montrer à quel point ça n'a pas été accepté. Et ça, c'est quelque chose que nous, on doit prendre en compte dans le monde du travail, sur jusqu'où pourraient aller les salariés et pourquoi, surtout, ils veulent autant le télétravail. Et nous, je le dis rapidement, notre analyse, c'est qu'il y a un mal-être au travail sur site qui fait que les gens préfèrent travailler de chez eux. Bon, il y a d'autres choses, il y a d'autres raisons, mais ça pose la question aussi du mal-travail, en fait, en général. Chez Amazon, également, Louis Herbe, alors là c'est au niveau international que le directeur général a annoncé, c'était en septembre, un retour à 100% au bureau des services administratifs. Je dis à l'international parce qu'en France,
il y a un accord d'entreprise qui, en principe, devrait, je dis bien devrait, permettre aux salariés de maintenir du télétravail. Et le directeur général d'Amazon, il avait cette formule, je le cite, les avantages d'être tous ensemble au bureau sont importants. Comment l'interpréter ? Est-ce que ça, c'est un patron qui se soucie des collectifs de travail, Louis Herd ? Oui, c'est un élément qui est intéressant parce qu'on en parlait dans la dernière réunion de l'Observatoire. Les employeurs font un constat très proche des salariés sur les avantages et les inconvénients du télétravail. L'inconvénient principal qui est noté à la fois par les salariés et qui est noté aussi par les employeurs, c'est la question du collectif de travail et des tensions ou en tout cas des difficultés qui peuvent se poser entre collègues ou avec la hiérarchie. Donc ça, c'est un état de fait. Pour autant, il y a aussi un certain nombre d'avantages qui sont mis en avant, notamment une meilleure autonomie dans le travail, d'une meilleure conciliation, là vous l'avez dit précédemment, moins d'intensité dans le travail, une meilleure capacité de l'organiser, d'être moins interrompu. Bref, un certain nombre d'avantages sur lesquels revenir en arrière, ça veut dire davantage les subir. Très concrètement, ça veut dire qu'il y aurait des salariés qui reviendraient au travail avec davantage d'intensité du travail, sans autonomie, parfois des contraintes aussi qui sont liées on en parlera peut-être, mais aux modifications des locaux, c'est-à-dire des retours dans un open space, dans du flex office, et donc pas forcément optimal d'un point de vue de la productivité des salariés. Donc oui, il y a vraiment un paradoxe entre vouloir, au motif d'améliorer le collectif de travail, vouloir un retour uniquement sur site, dans lequel il y a quand même des contraintes qui ont été pointées et qui ne sont pas du tout réglées. Est-ce que ça veut dire que c'est une volonté de remettre la main sur les salariés, que de réaffirmer son contrôle ? En tout cas, c'est possible que ça soit un des facteurs qui contribue parmi d'autres, mais c'est un des facteurs qui puisse contribuer. C'est vrai que pour la hiérarchie, c'est une difficulté de savoir que font les salariés en télétravail. Il se trouve quand même que la plupart des enquêtes internationales sur le sujet montrent bien qu'il n'y a pas de baisse de productivité, qu'il n'y a pas c'est plutôt l'inverse d'ailleurs. Ouais. C'est ça, que les salariés travaillent bien, qui sont très concentrés au travail, qui sont par ailleurs en bonne santé, qui sont plus reposés. Donc ces avantages-là, ils sont quand même sans commune mesure avec juste la question de comment on peut mettre en branle le collectif de travail et comment on l'articule. Et puis par ailleurs, en télétravail, ça peut aussi très bien s'organiser. On l'a dit, Emmanuel Lavignec, on a parlé d'Ubisoft, on a parlé d'Amazon. Il y a différentes actualités autour de la remise en question du télétravail, mais finalement, quand on regarde un peu bien, ce sont surtout ces entreprises de la tech et de la Silicon Valley. Est-ce que vous l'interprétez comme une volonté de la part de ces entreprises de revenir à cette culture façon start-up qui ne peut véritablement exister que si on est sur place? On ne peut pas jouer au baby-foot et avoir un bar à milkshake si on est en télétravail. C'est sûr que ce qui est surprenant, c'est de savoir que les grandes entreprises de la tech, en tout cas américaines, tout d'un coup se sont retrouvées gênées à partir du moment où les salariés ont réclamé un peu d'autonomie, en fait, de leur gestion de leur temps. Puisque c'est ça quand même que les travailleurs cherchent par le télétravail, c'est reprendre la gestion du temps. C'est pas, ils ont bien conscience qu'ils sont pas complètement autonomes et responsables totalement et de façon solitaire de leur travail, mais c'est au moins de récupérer de la gestion du temps, sachant que la Silicon Valley, les Startup Nation, c'est quand même normalement, on vous fait confiance, c'est une population jeune, on est dans la technologie, et le fait d'utiliser la technologie pour sortir un petit peu de schémas hiérarchiques classiques, où le présentéisme a toujours été, en tout cas dans l'industrie classique, la règle d'or, et tout d'un coup, c'est dans ce secteur-là que ça a été insupportable. Et c'est quand même très intéressant, et ça pose question. Parce que ça veut dire que dans ces soi-disant organisations de travail qui seraient plus jeunes, émancipatrices, en fait c'est faux, horizontales, en fait c'est eux qui n'ont pas supporté de perdre le contrôle. Parce que c'est vrai que pour une Startup Nation, en réalité ce qu'on veut, quand on est propriétaire d'une telle entreprise, c'est d'avoir des gens à demeure. Ce qu'ont fait ces entreprises en dehors de l'open space, ne pas oublier, c'était pas forcément le flex office, c'était les endroits de jeu, on peut dormir là, on peut faire du sport, ça devait être des lieux de vie. Et puis surtout, on n'est pas dans le conflit, l'employeur n'est pas mon ennemi, c'est mon ami, mais au final, on pourrait comparer ça avec
des formes d'organisation assez sectaires, mais du coup, on a les gens avec nous, et ce qui est flagrant et qu'on constate dans toutes les études sur les startups, c'est notamment le dépassement de soi pour arriver au projet, et notamment le dépassement des heures. Les heures, on compte pas les heures, on n'est pas dans l'entreprise à papa, quoi. Et au final, c'est quand même là où ça les a dérangés de voir que les salariés pouvaient s'autonomiser un peu. Donc oui, je trouve que c'est assez emblématique, ouais. Caroline Diard, vous travaillez justement sur ces aspects de contrôle et d'hyperconnectivité. Alors, je vais rebondir sur ce que vient de dire Emmanuel sur l'idée de l'autonomie et de la confiance. En fait, les salariés en télétravail ont gagné en autonomie dans l'imbrication et l'articulation des temps. Les temps professionnels, personnels, les temps sociaux, domestiques, familiaux, etc. Et en fait, cette autonomie, elle a été durement acquise et on ne veut pas la lâcher. Et le pendant de l'autonomie, c'est la confiance. Donc, effectivement, il semblerait que certains employeurs aient du mal à faire confiance et à déléguer, et la difficulté à lâcher prise, parce que le contrôle à distance est plus difficile à exercer que le contrôle visuel en réalité. Un contrôle dans une usine avec un contremaître, on perçoit tout à fait ce que ça peut être, et c'est dans une démarche bien structurée, mais le contrôle à distance, ça peut du coup ne pas s'intégrer dans quelque chose de structuré, justement dans un process. Et là, je vais aller plus loin, ça veut dire qu'on peut être carrément dans un dispositif qui ne serait pas légal. C'est-à-dire qui ne serait pas annoncé en tant que dispositif de surveillance, ni annoncé individuellement, ni annoncé collectivement auprès des partenaires sociaux, des représentants du personnel. Donc la problématique du contrôle, elle est très prégnante dans le domaine du télétravail, et elle induit effectivement des comportements qui peuvent conduire à une hyperconnectivité. Si on a des sollicitations qui se répètent de la part du manager, alors que ce soit sur les horaires de travail ou même en dehors des horaires de travail, sur les jours de congé, les week-ends, les salariés vont avoir tendance à aller vérifier leur mail alors qu'on ne leur a pas forcément demandé de le faire dans leur contrat de travail en tout cas. Donc ça pose effectivement des problèmes qui peuvent aller à des comportements limite addictifs et des comportements qui mettent en danger potentiellement la santé à terme de ces salariés qui seraient dans une espèce de servitude volontaire ou involontaire. J'ai pas la réponse, mais en tout cas, il y a une vraie question qui se pose, et que les startups remettent en question la confiance et la délégation. C'est vrai que c'est surprenant, mais tu l'as dit, Emmanuel, l'ambiance start-up avec le baby-foot, le bar qui est à disposition, etc., il y a une volonté derrière, c'est que les gens soient captifs. Et on est à peu près dans le même système que les systèmes industriels qu'on a connus les siècles précédents, avec l'église qui est à côté de l'usine et l'école également. C'est amusant, parce que vous reliez au capitalisme paternaliste à l'ancienne. Et au taylorisme, en fait. Ouais. Donc, effectivement, ça questionne, en tout cas, sur ce que recherche un dirigeant qui veut avoir des personnels captifs. Emmanuel Lavignac, une réaction à ce qui vient d'être dit? Oui, non, mais c'est tout à fait vrai que c'est ce que tu nommes comme étant le salarié captif. Là, c'est vraiment très, très intéressant, je répète, de voir que des entreprises qui se veulent novatrices et très, très différentes du vieux capitalisme d'antan, finalement, font la même chose. Mais il ne faudrait pas non plus, pour le coup, prendre le télétravail pour effectivement, ce que j'ai dit tout à l'heure, un vrai levier d'émancipation. Je veux dire, nous, syndicats, même à part Ubisoft, à partir du moment où on l'aura enlevé, il n'y a jamais eu de combat pour prendre le télétravail, comme si le télétravail allait résoudre toutes nos difficultés, toutes les difficultés des salariés dans l'entreprise. Au final, lorsque vous êtes en télétravail, oui, vous reprenez une partie de gestion de votre temps, mais vous n'intervenez pas sur le contenu du travail. Vous n'êtes pas un salarié télétravailleur. Aujourd'hui, il ne peut pas encore dire « Oui, non, finalement, le projet que tu me donnes, tu m'as demandé de le faire en 3 semaines. Non, je pense que je vais mettre 3 mois. » Voilà, on n'est pas non plus dans une révolution de ce niveau-là.
C'est pour ça que ça fait toujours un peu bizarre quand les salariés parlent d'un acquis social. Moi, je l'ai entendu pendant la grève d'Ubisoft. Et on peut, voilà, mais par contre, je répète, et puis en plus, à partir du moment où ça gêne le patronat, bien que ce soit un outil qu'il ait créé, je trouve ça toujours intéressant de savoir que les salariés, c'est quand même une volonté des salariés. Donc, je répète, nous, il faut qu'on s'intéresse à ça et savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. Et est-ce qu'effectivement, ça pourrait remettre en question le management, je dirais pas jusqu'à toxique, mais le management qui donne de la souffrance au travail, puisque je répète, il y a aussi une fuite aussi de l'organisation du travail telle qu'elle est aujourd'hui, et sur site aussi. Louis Herbe, qui n'est pas d'accord avec tout ce qui a été dit. Si, quand même en grande partie. En grande partie. Non, juste peut-être pour nuancer l'état actuel, c'est qu'actuellement on est quand même sur du télétravail avec des fréquences faibles. La majorité des gens télétravaillent moins un jour ou moins par semaine. On n'est plus du tout sur le schéma qu'on a connu, alors on va dire il y a longtemps, mais c'était il y a 2 ans ou 3 ans, sur télétravail tous les jours de la semaine. Hein. Il y a eu une vraie réduction du nombre de jours de télétravail, une augmentation de la satisfaction des personnes en télétravail. Et par ailleurs, pour les salariés, quand on les interroge, justement, ils répondent vraiment qu'il y a des bienfaits importants sur leurs conditions de travail. Alors on l'a dit, la conciliation, la concentration, l'autonomie, ça c'était notre top 3 des chiffres de l'Observatoire du télétravail. Et donc certes, ça ne répond pas à tout, mais avec juste ne serait-ce qu'un jour de télétravail, avoir des bienfaits à ce point sur l'organisation du travail, ça dit quand même quelque chose sur à la fois peut-être les problèmes sur site qui sont rencontrés, mais aussi les besoins de modification de l'organisation des temps pour les salariés, que ça soit à la fois sur site, mais aussi l'organisation des temps sociaux. On l'a bien vu avec les questions des familles, où en fait, à l'état actuel, à part du télétravail, il n'y a pas non plus 40 milliards de réponses qui peuvent être apportées, en particulier à titre individuel, pour les problèmes que rencontrent les salariés au quotidien, quoi. Sur cette stabilisation, pérennisation du télétravail dans l'après-pandémie, il y a une étude de la DARES qui est sortie début novembre avec ce chiffre de 26%. Voilà, 26%, un quart de salariés qui télétravaillent en France en 2023. C'est naturellement moins, évidemment, qu'en pleine pandémie, mais c'est nettement plus qu'en 2019, donc avant. Est-ce qu'il se stabilise à ce niveau-là, le télétravail, à ce niveau du quart, auquel cas ça voudrait dire que non, contrairement à ce qui peut être évoqué par-ci par-là, ça n'est absolument pas la fin du télétravail, c'est au contraire sa pérennisation à un niveau nettement plus haut qu'avant la pandémie. Louis Herbe. Alors on n'a pas de chiffres beaucoup plus récents que ceux du mois de novembre, mais oui, visiblement, ça se pérennise. Ça va être compliqué de revenir en arrière pour tout un tas d'organisations du travail. Encore une fois, tout simplement, quand les salariés sont partis en flex office, en fait, faire revenir tout le monde au bureau, ça va être compliqué quand il n'y a que 0,7 ou 0,5 postes de travail. Et par ailleurs, vu les bienfaits aussi que rencontrent les salariés dans leur organisation du travail, très concrètement, si vous n'êtes pas interrompu et vous pouvez finir votre dossier, votre employeur il sera content que vous puissiez finir votre dossier dans les temps. Donc, à moins d'accepter que, sous prétexte qu'on veut davantage les contrôler, on accepte que les dossiers soient rendus en retard, je pense que c'est quand même une mode d'organisation qui a vocation à se pérenniser pour une partie des salariés. C'est pas tous les salariés, hein. Comme vous l'avez dit, c'est un quart des salariés qui travaillent, ça veut dire que les 3 quarts ne télétravaillent pas, donc on est quand même sur une partie très spécifique des salariés qui ont un profil particulier, de cadre dans certains secteurs, la tech, l'informatique, l'information et la communication, donc c'est un public particulier. Oui, chose qui, nous, ici, nous intéresse, puisqu'on fait le podcast et l'émission vidéo de Lugic, mais il y a aussi une surreprésentation médiatique ailleurs de ce sujet, alors que ça ne concerne effectivement qu'un certain nombre de métiers, et pas tous, oui. C'est ça. Et puis, où le profil type, c'est pas non plus quelqu'un qui télétravaillerait 5 jours par semaine. Voilà. C'est aussi des gens qui télétravaillent juste un jour, voire moins, par semaine. Perspective, Clément Olivier. On va, au fur et à mesure de cette émission, continuer à brosser un
tableau du télétravail en France grâce notamment à votre travail à l'Observatoire. Un mot d'abord, Emmanuel Lavignac, sur cet Observatoire du télétravail en lui-même. Il a maintenant bientôt 2 ans, puisqu'il avait été lancé à la fin 2022 à l'occasion des rencontres d'options, où j'avais eu le plaisir de vous avoir les uns, les unes et les autres en plateau. Mais en fait, c'était un travail qui avait débuté avant, dans la foulée de la pandémie, en fait. Alors, dans la foulée de la pandémie, et puis aussi, en fait, l'UGICT travaille sur le numérique et sur les conséquences du numérique sur l'organisation du travail depuis au moins 2014. On a été les premiers à lancer et à imposer le droit à la déconnexion dans le débat public. Donc, il y avait déjà des antécédents, mais effectivement, pendant le Covid, tout simplement, ce qui s'est passé, c'est que c'était quand même une situation complètement hallucinante et nouvelle. Et on s'est dit, à partir du moment où les gens sont chez eux en télétravail, on va leur poser la question, parce qu'on est quand même assez développé sur tout ce qui est outils numériques aussi, nous, à l'UGIC, pour pouvoir communiquer. Et donc, on a lancé une enquête en ligne. Et il y en a eu 2, mais la première a eu un succès. On est monté à près de 30 000 répondants, donc c'est quand même énorme. Et là, on a découvert une situation, tout d'un coup, un télétravail, mais qui n'a plus rien à voir avec ce qu'est maintenant. C'est qu'un télétravail, j'ai envie de dire, forcé, puisqu'il avait été mis en place en mode dégradé, puisqu'il a été mis en place par un décret gouvernemental, pour en gros éviter une catastrophe, une crise économique plus grave. Donc, on s'est dit, s'il y a des gens qui peuvent travailler chez eux, qu'ils le fassent. Ce qui fait que les gens se retrouvaient à télétravailler dans leur cuisine, avec un portable, avec un équipement très limité. Et il y avait quand même avec beaucoup de souffrance. Pour le coup, il y a eu une augmentation des violences conjugales par rapport des violences intrafamiliales, au moins de 2%. Le fait que il fallait à la fois avoir la garde des enfants, puisqu'on était en plein Covid et confinement, et travailler à la maison. Enfin, c'était vraiment vécu d'une façon assez violente et dure. Et après, en sortant du Covid, on s'est dit, on va observer le télétravail. C'est quand même important. C'est une organisation, je répète. C'est pas juste un petit épiphénomène qui se serait produit comme ça. Le télétravail n'est pas, comme le disent les employeurs, que une possibilité de travail parce qu'on a des outils de communication. Non, c'est une vraie organisation. Donc, il faut qu'on l'observe, il faut qu'on la suive. Donc, on a monté l'Observatoire du télétravail et on a ressorti une enquête donc qu'on a appelée télétravail hybride, parce qu'on avait déjà anticiper que finalement ce télétravail, maintenant qu'il était plus forcé ou confiné, ce serait pas du 5 jours, ce serait du 2 ou 3 jours. On va en profiter pour rappeler ce que c'est que le travail hybride. Voilà. C'est cette notion du coup, on a intitulé ça comme ça. C'est du télétravail, mais en gros, par exemple, 2 jours par semaine, 3 jours sur site, 2 jours chez vous ou 3 jours, etc. Donc, on a pensé que cette hybridation du télétravail et du travail, donc on l'a nommé comme ça. Et on a reposé à peu près les mêmes questions d'ailleurs que pendant le Covid. Mais là, par contre, les réponses ont été très différentes puisqu'il y avait, pour le coup, une appétence pour le télétravail. Les gens en télétravail, à 63% disaient qu'ils étaient très bien en télétravail. De mémoire, 30% bien. Donc, on est sur du 90%. Donc là, c'était quand même un choc culturel, si vous voulez, donc par rapport à la période Covid. Et on a continué, et on continue d'ailleurs. On va relancer un autre questionnaire en 2025, septembre 2025, qu'on est en train de bâtir, et aussi doublé avec des enquêtes individuelles qu'on appelle qualitatives, pour rencontrer des salariés et leur poser la question et le suivre sur le long terme, le télétravail. Au lancement de cet observatoire du télétravail fin 2022, Sophie Binet, qui à l'époque était la secrétaire générale de l'UGICT, m'avait dit en interview, il s'agit de documenter le réel pour l'infléchir. En fait, on est parti du principe que le développement en grand du télétravail allait modifier en profondeur les conditions de travail des cadres et des professions intermédiaires, et qu'il fallait surtout pas qu'on reste comme le lapin tétanisé dans les phares de la voiture, mais qu'on comprenne ce qui était en train de se passer pour qu'on puisse agir sur le réel et le transformer. Parce que ce qu'on constate, en fait, c'est que ça peut être le meilleur comme ça peut être le pire, avec des rapports de force très importants. Et nous, évidemment, on pense que ces nouvelles organisations de travail, elles ne doivent pas se discuter sans les salariés. Donc le but, c'est de pouvoir documenter, comprendre ce qui se passe pour intervenir sur le réel, l'infléchir et faire en sorte que ça soit un progrès pour toutes et tous. L'UGICT s'est donc mise en relation avec des chercheurs comme vous autres. Caroline Diard, un mot pour compléter ce qui a été dit. Une rencontre entre chercheurs et syndicalistes.
Alors, effectivement, une rencontre entre la recherche et le terrain, mais c'est une occasion de rencontre, puisque le métier de chercheur, c'est d'aller voir sur le terrain ce qui se passe. C'est un peu notre ADN. Donc, c'est une belle rencontre sur un sujet qui a été un sujet effectivement très médiatisé, parce qu'on a tous été confinés, et de fait, il a fallu organiser le travail différemment. Et Emmanuel a très bien dit, en fait, après l'épisode négatif de télétravail subi, on est arrivé vers une stabilisation, une acculturation avec un mode hybride, c'est-à-dire un mix entre présentiel et distanciel. Et la question, en fait, qu'il faut se poser, c'est qui a intérêt à arrêter ou à poursuivre le télétravail, puisque c'est notre sujet. Il semblerait que les salariés soient plutôt enclins à continuer, puisqu'ils ont engagé des mouvements sociaux pour défendre ce qui est considéré comme un acquis social, en réalité, et des managers ou employeurs qui, à un moment donné, tu l'as rappelé, ont eu tout à fait intérêt à ce qu'on soit tous en télétravail, et qui ont eu ensuite peut-être des peurs sur leur capacité à manager à distance, des difficultés à lâcher prise, une prise de conscience que réfléchir sur du pilotage à distance, ça nécessite de remettre en cause la façon de mener des équipes et la façon d'organiser des temps collectifs, par exemple. Donc peut-être que certains employeurs ou managers ont un peu pris peur d'un côté, et de l'autre côté, on a des salariés qui semblent tout à fait satisfaits du télétravail. Et quand on avait posé la question avec l'Observatoire, est-ce que vous aimeriez avoir davantage de télétravail, ça allait plutôt le sens dans ce sens-là. Donc la question est de savoir pourquoi un salarié veut du télétravail, parce qu'il a besoin de temps pour concilier des contraintes qui sont diverses, qui ne sont pas uniquement des contraintes familiales, mais qui peuvent être aussi des velléités de s'investir dans un engagement social et solidaire, dans une activité sportive ou artistique. Et c'est aussi un facteur d'épanouissement dans une globalité des temps qui sont imbriqués. Bon, après, ce qu'on avait constaté avec l'Observatoire et qui peut être dangereux, c'est qu'on avait observé un réinvestissement du temps de transport dans le travail. Alors, absolument, Voilà, c'est une question que j'allais vous poser. Ça questionne. Juste après, ouais. On y revient dans un instant. Je voulais juste avoir peut-être Louis pour compléter, puisque vous le présidez, cet observatoire du télétravail, l'OBSTT selon son petit nom. Un mot pour compléter ce travail depuis 2 ans maintenant. Oui, c'est un travail qui est très riche, notamment parce qu'on a fait des belles rencontres au sein de cet observatoire, vu qu'on a tout de suite voulu quelque chose de pluridisciplinaire, où on croise les regards et les points de vue, les approches. Donc on a des ergonomes, on a des psychologues, on a des sciences de gestion, des économistes, des sociologues, et puis des syndicalistes. Et c'est cette diversité qui fait une grande richesse pour arriver à avoir un panorama assez global sur les conditions de travail. Et je pense que dans des différentes études qu'on a menées, à chaque fois, on a voulu un peu tout balayer et avoir des indicateurs sur un peu l'ensemble des sujets. Et ça nous permet aussi, du coup, de dresser un panorama plus complet que juste si on s'était focalisé sur un unique aspect. Donc voilà, il y a une richesse collective qui est pas mal de ce point de vue-là. Et puis une réactivité grâce à l'UGICT aussi pour anticiper un certain nombre de modifications. Je me souviens, moi, de la toute première enquête où on était confinés et j'avais été appelé par l'UGICT, je crois, la 2e semaine de confinement. Donc on était déjà en train de constituer un questionnaire. Donc ça peut aller très vite. Ça nous permet aussi de reformuler des questions, de se poser de nouvelles questions assez rapidement et de pouvoir accompagner le grand public et accompagner les décideurs grâce à un chiffrage, grâce à des analyses qui se font au plus près de la réalité vécue par les salariés.
La dernière étude en date de l'Observatoire, elle a été publiée fin 2023. Il y en aura d'autres dans les mois qui viennent. Un point sur lequel on peut effectivement s'attarder, c'est ce que vous commenciez à évoquer, Caroline Diard. C'est à quoi est utilisé le temps libéré en télétravail, c'est-à-dire notamment en supprimant le temps de transport, Louis Herbe. Oui, à quoi il est utilisé ce temps? Caroline a tout à fait raison. Je crois qu'on est les seuls à avoir posé cette question. Et le temps libéré, en gros, il se répartit en différents types d'activités. Vous avez principalement le fait que ça permet de se reposer, tout simplement. Les gens vont, par exemple, dormir le matin. Et donc se reposer. Juste se lever un peu plus tard, quoi. C'est ça, mais en fait, elles gagnent du temps par rapport à leur trajet. Des trajets qui sont souvent fatigants, qui sont souvent dans des agglomérations, donc avec des temps de transport parfois longs et épuisants. Et donc, ça leur permet de travailler de manière plus reposée. Fraîche et dispo, comme on dit. Et également... une autre partie de ce temps qui est consacrée, Caroline a dit, au travail. Donc en fait, c'est aussi du temps qui est pour récupérer par l'employeur. Et donc ça fait partie des avantages qu'il a à maintenir ses salariés en télétravail. Caroline Diard, effectivement, je vous laisse poursuivre et compléter. Par ailleurs, un effet qui se combine avec le forfait jour. Dans cette enquête, une personne sur deux déclare être au forfait jour, donc avec un décompte du temps de travail en jours et non pas en heures, et on a ce résultat que 19% utilisent le temps gagné sur le temps de trajet pour le travail, c'est 5 points de plus que les salariés qui sont en régime horaire, et 20% qui utilisent le temps gagné sur le temps de trajet pour du repos. Et là, c'est moins 6 points par rapport aux salariés en régime horaire, Caroline Diard. Alors les salariés en forfait jour, depuis la création du forfait jour, sont des personnes qu'on a considérées comme autonomes. Alors le point commun entre le télétravailleur et le forfait jour, c'est le terme autonomie, puisque c'est dans la définition même des deux organisations. Donc un salarié au forfait jour, il est autonome. Et comme il est autonome, on a considéré qu'il était capable de gérer l'organisation de son travail et donc l'imbrication des différents temps sur des missions. Donc c'était un peu la philosophie, l'esprit de la loi, comme on va dire, sur le forfait jour. Alors le forfait jour, on ne décompte pas en heures. La contrainte qu'on a, c'est de respecter les temps de repos, qui sont les temps hebdomadaires et quotidiens. Et à partir de là, ça laisse la porte ouverte à une forme finalement de travail invisible, parce que un salarié en forfait jour, est-ce qu'il a fait 7 heures dans la journée ou est-ce qu'il en a fait 10 ? Est-ce qu'il a été outrepassé la frontière de ses missions ? Il en a fait davantage, il s'est investi. C'est difficile à quantifier. On travaille par obligation de résultats, donc il y a du reporting. Donc peu importe les moyens, finalement, on va juste regarder ce qui a été, de manière plutôt comptable d'ailleurs, on va regarder ce qui a été fait. Donc le cadre au forfait jour, c'est quelqu'un qui, depuis longtemps, suscite des débats et j'irai plus loin, des contentieux. Il y a des conventions de forfait qui ont été, qui ont été remises en question, qui ont été annulées par les tribunaux. Donc le forfait jour a posé ces questionnements-là, qui se reposent avec le télétravail, parce que le télétravail, si on a des gens qui nous disent, qui nous répondent que le temps de transport libéré, c'est du temps de travail en plus, ça veut dire qu'il y a une production qui est invisible en fait. Ça veut dire que l'employeur, finalement, ne sait pas ce qui a été fait en plus et peut-être qu'il ne veut pas le savoir parce que ça va l'arranger. Oui, voire du travail gratuit, j'allais vous demander. Alors j'allais y aller parce que bon, j'ai écrit sur le sujet, donc effectivement on va être à la limite du travail dissimulé. Alors je ne sais pas ce que la jurisprudence va nous dire à l'avenir. Mais on peut très bien imaginer des scénarios où, lors d'un contentieux, d'un conflit quelconque avec l'employeur, ce soit question de ce qui a été fait en plus et qui n'était pas déclaré et qui n'était pas contractuel. Louis Herbe, est-ce que c'est comme ça qu'on peut peut-être expliquer la productivité qui se retrouve boostée par le télétravail ? Il y a plutôt un consensus pour dire que la productivité est boostée par le télétravail, mais en fait, est-ce que finalement, ça n'est pas la productivité horaire, mais la productivité par personne, tout simplement parce que les gens travaillent plus en télétravail ? En partie, oui. Après, c'est un peu à nuancer.
quand même sur la question d'intensité du travail, alors si les personnes travaillent moins sous pression, pour autant, il n'y a pas vraiment d'écart dans les résultats qu'on avait constatés. Par contre, elles déclarent qu'elles peuvent plus se concentrer, voilà, ouais. Donc ce qui peut améliorer leur productivité horaire. Et le temps de travail va, lui, se modifier aussi. Pas forcément à la hausse, par ailleurs. Et ça peut se modifier à la hausse. Et notamment, un des résultats nous qu'on avait pointé, c'était, et qui se retrouve d'ailleurs dans la littérature internationale, en Chine, d'ailleurs, quand il y a une expérimentation en Chine qui disait exactement la même chose que nous, sur le fait que c'est les temps de pause qui vont être réduits. Et ça, c'est un résultat intéressant parce que ça montre ce niveau d'engagement des salariés dans leur travail est bien loin de cette image où les salariés, dès qu'on les laisse chez eux, ils vont se mettre devant la télé. Au contraire, ils vont se mettre en tunnel de travail. Ouais. C'est ça. Ils vont faire une toute petite. Quelle forme ça prend? Une toute petite pause déjeuner? C'est ça. C'est des pauses déjeuner qui sont plus courtes, moins de pauses tout simplement. C'est-à-dire qu'ils vont arrêter. Ils vont pas s'arrêter pour reprendre un café. Ils vont continuer sur leurs tâches et se lever le matin. Ils vont travailler plus tôt, quoi. Alors que si c'était aller sur site, ils auraient eu des temps de transport et donc ils auraient pu commencer plus tard. Et d'ailleurs, ce que ça suggère aussi, c'est qu'il y a désormais une spécialisation où on fait un travail différent en télétravail de ce qui est possible de faire sur site, parce qu'on peut être plus concentré, parce qu'on peut y passer plus de temps sans être dérangé par des mails, par des personnes qui viennent vous voir. Et donc, ça montre à quel point les salariés s'investissent dans leur travail. Pour eux, c'est important, et la question du sens du travail, elle se pose aussi via ce type de dispositif. D'où l'importance, en fait, dans ce que vous dites, du travail hybride, c'est-à-dire il faut maintenir des collectifs de travail, mais 1-2 jours par semaine, si les gens sont chez eux hyper productifs sur des tâches où ils n'ont pas besoin d'être en collectif, c'est là que ça marche bien ensemble. C'est ce qui se passe actuellement, c'est à peu près la situation actuelle. Quand même, d'ailleurs, de ne pas non plus relativiser, enfin de ne pas à excès croire que quand on est en télétravail, il n'y a plus de collectif de travail. Je veux dire, les personnes continuent de recevoir des mails, d'y répondre. Personne. Mon allusion, c'était bien sûr, mon allusion, c'est tous ces petits moments informels où il peut y avoir une grande créativité. La fameuse machine, la petite maïotique de la machine à café où, l'air de rien, on a parfois de grandes idées. Mais vous dites, il n'y a pas que ça, quoi. Non, il n'y a pas que ça. Et je pense que n'importe quel employeur sera très content d'avoir des rapports plutôt que d'avoir des temps informels en machine à café. D'ailleurs, ils ne rémunèrent pas le temps de machine à café. En général, c'est du temps de pause. Et c'est intéressant de voir que ce débat revient. Alors, vous aviez des économistes dans les années 90 qui travaillaient beaucoup sur le sujet de l'économie de la croissance, l'économie de l'innovation. Et qui justement essayaient de dire mais attention, essayez c'est un sujet, ces temps de pause, ça doit être pris en compte, il doit y avoir une prise en charge de l'employeur de la question de comment on maintient du collectif et comment on fait collectif. Voilà, il revient dans un aspect un peu étrange sous forme de mon Dieu, ça nuit, le télétravail nuirait justement à ce collectif et à ces temps informels, mais c'est pas dit du tout. Vous pouvez aussi, quand vous êtes davantage concentré chez vous et tranquillement, vous pouvez davantage réfléchir à certains sujets et sûrement avoir aussi de très bonnes idées. Alors moi, quand je croise Emmanuel Lavignec à la machine à café, souvent on a des idées d'émissions qu'on n'a pas dans des visioconférences. Je vous laisse réagir. Non, mais oui, mais enfin, déjà, il y a quelque chose qu'il faut faire tomber, c'est le mythe de la productivité. Ça, c'est tout de suite. D'ailleurs, les employeurs, au début, avaient des doutes sur le télétravail à cause de la soi-disant productivité. Et ils seraient maintenant, d'ailleurs, soi-disant rassurés depuis la période Covid sur la productivité, tout en disant qu'il fallait quand même qu'on revienne sur les sites. Bon, la productivité, aujourd'hui, on est incapable de la calculer. Et elle n'est pas que en télétravail, mais sur site aussi. On a un problème de croissance, en tout cas dans les pays occidentaux. On a un problème de PIB, de croissance, d'augmentation. On est dans des périodes de stagnation, voilà. Et donc, le télétravail ne va pas ni faire exploser la productivité, ni la baisser. Parce que, raisonnablement, et je ne vais pas, moi, rentrer là-dedans, il y a un autre problème bien plus important aujourd'hui dans le monde du travail et dans le capitalisme, pour arriver à être productif. Donc ça, déjà, je pense qu'il faut vraiment sortir de cette espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête quand on parle du télétravail.
Après, sur les temps informels, oui, moi je suis tout à fait d'accord que le temps informel dans le collectif de travail sur site, il est important, d'accord. Mais je rappelle que le télétravail en France, il est hybride, on l'a dit plusieurs fois, donc vous avez l'occasion de revoir vos collègues en fin de semaine ou en début de semaine, etc. Je rappelle aussi que quand on est sur site, on ne voit pas toujours les collègues les mêmes et on n'a pas toujours du temps. Et puis surtout, je voudrais rappeler que, et c'est peut-être bien d'ailleurs le problème, c'est que les employeurs ont fait fuir quand même, je reviens dessus, les travailleurs par rapport au site, puisqu'ils ont éclaté avec l'open space et le flex office. Ils ont mis en place des organisations où c'est bruyant, où c'est compliqué, avec, soi-disant, je me rappelle très bien quand ça a été installé dans mon entreprise, des espaces où on pouvait se voir, des espaces effectivement informels où pouvaient s'échanger des grandes idées. Or, ça n'a pas marché. D'abord, les salariés, on leur a jamais demandé s'ils appréciaient le flex office et l'open space. On voit dans les différentes enquêtes, ou tout simplement nous, en tant que syndicalistes, par la remontée de nos bases syndicales, que en tout cas l'open space brillant, ça ne fait rêver personne. Donc en fait, je veux dire par là que même sur site, il y a longtemps que l'échange informel, on a un peu le temps de donner de la plus-value à ce qu'on fait parce qu'on a un peu de temps à discuter. Il y a longtemps que ça n'existe plus. En tout cas, dans certaines entreprises, et notamment celles qui sont le plus impactées par le télétravail, qui sont les entreprises de conseil, d'informatique et de la tech, justement. Caroline Diard, un mot pour compléter. Alors pour compléter, par rapport au contrôle des salariés en télétravail, dès le confinement, en fait, on a vu des formes de contrôle émergentes, notamment la multiplication des sollicitations pour faire des réunions en visio, la possibilité de solliciter l'activation de la caméra, bien que la CNIL s'y soit opposée dès le début du confinement. Donc on a vu progressivement des comportements de managers évoluer. Alors, consciemment ou inconsciemment, c'est une forme de harcèlement et peut-être peut-on envisager ou imaginer un scénario où certains collaborateurs engagent des contentieux prud'homaux contre leur employeur au motif que la surveillance aurait été excessive. Alors, la surveillance au travail n'est pas quelque chose d'interdit, mais il faut que ce soit toujours légitime et proportionné au but recherché. Donc si je géolocalise un livreur Amazon, c'est parce que je vais suivre le trajet du colis. C'est pas parce que je veux savoir ce que fait le salarié. C'est ça la proportionnalité et la légitimation d'un moyen de contrôle au travail. Et en situation de télétravail, vu qu'on utilise des outils numériques, forcément ça multiplie les opportunités de contrôle pour l'employeur. Et avec l'arrivée de l'intelligence artificielle... Oui, j'allais vous poser la question, est-ce que ça se télescope les deux ? Alors effectivement, il y a plein d'interrogations. L'arrivée de l'intelligence artificielle, c'est un outil numérique. On n'a pas encore une acculturation, une appropriation par les salariés et on n'a pas encore non plus toutes les réponses en ce qui concerne la surveillance qui serait potentiellement permise par ces nouveaux outils numériques. Alors, on a beaucoup réfléchi en termes juridiques, en termes éthiques avec l'intelligence artificielle et la surveillance, à mon sens, fait aussi partie de l'éthique au travail. Où est-ce qu'on doit aller ? Alors, l'intelligence artificielle, ça peut devenir une partie du travail et une sorte de collègue virtuel, on va dire, mais le collègue virtuel, est-ce qu'il ne va pas regarder un peu trop près ce qu'on fait. Voilà, c'était la question en suspens. Justement, Louis Herbe, un mot de conclusion. La suite des travaux de l'Observatoire, Emmanuel Lavignec en a déjà un peu parlé. Vous êtes sur une nouvelle enquête qui doit sortir à l'horizon de l'automne 2025. Et ces thèmes de la surveillance, femmes et discrimination également, et puis de la relation avec les instances représentatives du personnel. Un mot de conclusion sur la suite des travaux de l'Observatoire. Oui, c'est ça, c'est de fournir une nouvelle enquête. Nous, ça nous sert à la fois de baromètre, c'est-à-dire de mesurer tous les 2 ans un petit peu quelles sont les grandes évolutions, les grandes tendances en matière de télétravail, avec du coup posant les mêmes questions. Et puis par ailleurs de travailler de nouveaux sujets, vous l'avez dit. Nous, là, en l'occurrence, typiquement, ça va être la question du retour sur site et des possibilités ou pas de retour sur site. La question du management, de l'encadrement, du contrôle. Et puis également des espaces de travail et comment sont modifiés ces espaces de travail, comment ils peuvent s'articuler ou pas
avec le télétravail et sur tous ces aspects. Donc on a un volet quantitatif et puis on aura, Emmanuel l'a dit, des volets qualitatifs avec des chercheurs qui vont pouvoir mener des entretiens à partir justement des résultats de cette enquête. Oui, le qualitatif, c'est ça, c'est de longs entretiens avec des personnes. Ouais. C'est ça, avec des salariés qui vont pouvoir étayer soit leurs difficultés, soit justement leur sentiment de bien-être en télétravail. Avec une méthodologie de recherche, c'est pas des salariés syndiqués, c'est des salariés très divers. Ouais. C'est ça, l'objectif c'est aussi de fournir des papiers de recherche, donc on est sur un temps de travail qui est long. On a un double objectif, c'est de fournir des données assez rapidement pour étayer le débat public, mais aussi de permettre à des équipes de recherche d'utiliser vraiment du bon matériau et de pouvoir faire des articles de fond, d'analyse, qui serviront ensuite dans la littérature scientifique. Merci encore, Louis Herbe, Caroline Diard et Emmanuel Lavignac, tous trois de l'Observatoire du télétravail, d'avoir passé ce moment avec nous. On retrouve donc les travaux de l'Observatoire sur son site obstt.fr. Amis auditeurs, merci de nous avoir écoutés jusque-là. Vous nous retrouvez en vidéo sur la chaîne YouTube de l'UGICT, en podcast sur la plateforme d'écoute de votre choix. Abonnez-vous et partagez ces émissions. À très bientôt. Salut!